Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisser et je suis en compagnie de Benjamin Rolland et de Damien Aufschir. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour. Qui sont de Bigger Inside, des spécialistes de la réalité virtuelle. On avait discuté à un moment donné de effectivement des recommandations, en fait, des gros jeux finalement de la réalité virtuelle. Mais effectivement, il y en a tellement. Alors il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y en a certains dont on n'a pas parlé, notamment en termes de réalité virtuelle. Vous, en plus, vous y êtes depuis 2014 en vrai. Vous avez mis les mains dans le cambouis à ce moment-là sur de la réalité virtuelle mixte. Encore une fois, on se retrouve techniquement parlant, on va dire que vous connaissez un peu votre sujet, hein, pour être en euphémisme. Merci. Tu nous flattes. Mais c'est vrai que effectivement, là où ça va être intéressant, c'est que on a des jeux qui ont quand même percé en réalité virtuelle. En tout cas, ils ont fait parler d'eux. Superhot notamment, Alyx, donc Half-Life Alyx. Mais il y en a d'autres justement dont on n'avait pas encore parlé. Et c'est vrai que peut-être on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière quand on le voit à l'écran. C'est notamment un certain Beat Saber qui a cassé la baraque. On peut le dire, Beat Saber qui a vraiment eu un énorme succès. Jeu musical, pour ceux qui connaissent pas, Beat Saber, on est équipé de deux sabres laser, mais vraiment sabre laser tels qu'on les voit dans Star Wars. Là, pour le coup, ils ont fait simple. Un sabre bleu, un sabre rouge, au tout début du jeu en tout cas. Et l'objectif, c'est un jeu musical. On reste en tout cas à la même place. Et on a en face de nous qui défilent des cubes colorés qui vont arriver sur nous. Évidemment en rythme avec des morceaux de musique différents, parce qu'il y en a tout un tas. Au passage composés par les créateurs du jeu, les premiers morceaux, qui sont des vrais musicos très très bons. Et ces cubes-là, en plus, ont des flèches sur les cubes qui indiquent dans quel sens il faut les frapper. Et donc c'est un jeu qui a énormément fonctionné, qui fonctionne toujours très très bien, parce qu'il y a un flow monstrueux dans ce jeu-là. Donc le game design, c'est pas juste un jeu bête et méchant. On pourrait penser que c'est simple de dire on fait un jeu de rythme où il suffit de taper en fait sur des cubes à rythme. Mais non, c'est pas simple en fait. Clairement, il y a un design, on voit que déjà c'est des musiciens à la base, et il y a ce côté, au bout d'un moment, on se surprend à justement à danser presque. Alors même s'il faut faire des petits mouvements quand on veut être optimum sur ce jeu-là, mais en fait ce flow pour l'atteindre. Il y a un game design sur chaque morceau qui est vraiment énorme. C'est vraiment pas, on comprend que les cubes sont pas mis au hasard. Les sens des flèches, la façon dont ils apparaissent, entre notamment les différents niveaux de difficulté. Ouais, ça va ressembler un petit peu à ces jeux de danse à un moment donné. Où il y a les flèches à appuyer dans le bon moment, où justement vous avez de la même catégorie, vous avez les Guitar Hero où il faut aussi appuyer vraiment sur une série de touches par rapport à ce qui s'affiche à l'écran. Et là, ce qui est assez particulier avec Beat Saber, c'est justement cette espèce de notion de rythme qu'on va finalement vous demander d'avoir, que vous avez peut-être pas au début d'ailleurs, autant vous avez un rythme, alors excusez-moi du terme, claqué, éclaté au sol, éclaté au sol. Chère génération Z. Mais effectivement, voilà, autant vous avez pas un bon rythme, mais effectivement le jeu va vous demander, à force de frapper de haut en bas ou de gauche à droite ou de droite à gauche et ainsi de suite, d'éviter certains murs aussi. Il y a des obstacles. Ouais, tout à fait. Mais c'est le détail qui est hyper intéressant d'être en réalité virtuelle, c'est que dans Beat Saber, donc on coupe les cubes avec les sabres. C'est vrai que j'ai oublié de dire ça au tout début. Donc on a le mouvement de coupe, et surtout donc on va utiliser son bras droit, son bras gauche en fonction de l'endroit d'où viennent les cubes. Mais on va devoir esquiver des espèces de murs qui vous arrivent en fait, qui vous foncent dessus. Donc faire un pas sur la gauche, un pas sur la droite, s'accroupir parce que ça passe des fois en hauteur. Ils font pas sauter. Par contre, ils ont pas été joueurs à ce point-là. Mais c'est un jeu qui du coup implique tout le corps. Et donc il y a ce côté, vous vous retrouvez effectivement presque en train de danser, même si vous n'êtes pas danseur dans l'âme. Et physiquement, c'est très éprouvant. Vous faites une demi-heure de Beat Saber, c'est bon, vous avez fait votre dose de sport pour la journée. Enfin, d'ailleurs, pour beaucoup de personnes, vous avez fait beaucoup plus que votre dose de sport habituelle. C'est vraiment très physique. Et là, on est un petit peu, comme on disait, pour Superhot, on est dans un engagement du corps aussi, qui fait que on se retrouve à avoir une implication qui n'est pas la même qu'en étant avec une manette derrière un écran. Ouais, effectivement. Je sais pas si du coup vous avez fait des compétitions de Beat Saber. Tu y as échappé, Damien ? Des compétitions, non. Alors j'y ai joué beaucoup moins, je pense, que Benjamin. Mais c'est vrai que on se prête
vraiment très rapidement au jeu. Le fait d'avoir un kiff, d'avoir des sabres laser, déjà, moi, c'est ça qui m'a dessus. Voilà. On a un jeu en VR, on tient des sabres laser, voilà, c'est bon. Ils avaient vendu le jeu, c'était gagné. Mais c'est vrai qu'après, le principe en lui-même de dire, OK, il y a les cubes qui arrivent, je les coupe, ça peut paraître, un petit peu simpliste comme gameplay, mais je sais pas, il y a un truc qui marche. Tout comme pour Super Hot, il y avait un truc qui marchait. Et là, la conjonction de ce type de gameplay avec la VR, le fait qu'on se déplace, qu'on bouge vraiment les bras, qu'on bouge un petit peu en rythme, qu'on incarne le personnage, ça, voilà, l'expérience, elle est complète. On pourrait jouer au même jeu sur PC, mais ça serait nul. Ça serait juste nul. On ferait quoi? On cliquerait avec la souris au moment où les cubes arrivent. Là, voilà, le fait d'avoir les manettes en main, de couper les cubes, c'est un truc qui marche. Pour faire une petite transition avec d'autres styles de jeux qui ont des trucs qui marchent aussi, comme ça, je pense à Job Simulator. Job Simulator en VR. C'est un peu... il y a une version flat de Job Simulator, il me semble. Hein. Il me semble aussi, oui. Mais en VR, le fait qu'on ait tous ces objets avec lesquels on peut interagir, ça amène vraiment un petit truc en plus aussi. On va avoir le kiff de prendre la machine à café, de remplir sa tasse avec, de la balancer contre un mur. Toutes ces interactions avec les objets, cette pléthore d'objets qui sont dans la scène, rendent le truc vraiment kiffant en VR. Et il y a 2 ou 3 autres jeux qui surfent un petit peu sur cette vague-là d'interagir avec beaucoup de choses. Il me semble que c'est Don't Touch the Button. Je sais plus comment il s'appelle ce jeu là où faut pas appuyer sur le bouton rouge, qui forcément c'est la première chose qu'on fait quand on lance le jeu. Et c'est pareil, on va avoir des marteaux, on va taper sur la console de l'écran pour le casser. Ça marche bien. C'est jouissif de faire ça en VR. C'est des choses qu'on pourrait faire dans la vraie vie, mais on le fait pas. Et là, on a tout un tas d'outils avec lesquels on peut interagir, qui vont déclencher des effets, qui parfois sont complètement, éclatés au sol, non pas éclatés au sol, éclatés au sol, on peut toujours dire. éclatés au sol. J'aime beaucoup ces termes professionnels, moi, à chaque fois. Voilà, parce que la physique du jeu, elle est scalée, mais c'est ça qui est fun, et ça marche bien. Il y en a un en pixel art, c'est Please Don't Touch Anything. C'est ça. Ouais. Donc c'est ce jeu-là qui a été du coup parce qu'il existe aussi en flat. Du coup, il existe en flat. Ça veut dire donc sur écran classique, PC, probablement console. Mais effectivement, oui, c'est assez rigolo parce que il y a une console avec un bouton rouge au milieu. Comment dire? Ouais, et puis on te dit n'appuie pas sur le bouton rouge. Et tu ne peux faire que ça dans le jeu. Donc voilà, on commence par là et après c'est parti. Mais voilà, tous ces jeux là qui permettent de manipuler un grand nombre d'objets interactifs, moi je trouve que c'est même si derrière il n'y a pas forcément de finalité très très poussée, mais juste pour le fait de dire je vais manipuler les objets et il va se passer des choses, c'est le genre de jeu que en tout cas moi personnellement j'apprécie beaucoup en VR. Et de la même façon, tous les jeux qui vont proposer un peu des réflexions de style un peu puzzle game où on va avoir un objet devant nous en 3D qu'on va devoir manipuler pour ouvrir un coffre, pour déverrouiller une serrure, pour accéder à ce qu'il y a dedans, et ensuite on va sortir le moteur, on va mettre sur un côté, on va le désassembler, le réassembler, faire tout ça en VR, je trouve que ça marche pas mal. Ça permet d'avoir de manipuler tous ces objets, et quand c'est bien fait, parce qu'il y a parfois des fois où on se dit mais non, là j'aimerais l'attraper le truc, pourquoi je peux pas l'attraper, mais quand c'est bien fait, ça marche bien. T'aimes bien le côté un petit peu pas Lego, mais on retrouve un peu cette fascination pour le côté j'ai des pièces, je les assemble, ça crée quelque chose, il y a un côté satisfaisant. Ouais. Et ça me rappelle un petit peu, si je fais un parallèle, même si j'ai pas vu beaucoup de jeux qui utilisent cette forme d'affichage, quand on voit des films comme Minority Report ou Iron Man avec leur écran holographique où ils manipulent plein de choses dans les airs, bon, tous ces trucs-là c'est holographique. Mais là, si en plus en VR on manipule des objets qui ont une certaine consistance, ça peut être holographique mais avec une consistance, je trouve que ça renforce encore plus l'immersion. Voilà, on a vraiment l'impression de tenir en main ces objets-là. Ouais, il y a un côté très satisfaisant. D'ailleurs, il y a toute une gamme de jeux. Il y a pas très longtemps, dans un pixel près, on a parlé des jeux Wholesome Games, où on est sur quelque chose de relaxant, mais de bienveillant surtout. Mais dans la partie relaxante, en réalité, on a aussi tous les jeux satisfaisants, notamment ceux où il faut... Alors, il y en a qui vont nous écouter, ça va les faire sourire, mais où il faut nettoyer sa maison,
ou la maison de quelqu'un, ou un niveau de jeu vidéo, où alors des fois c'est très sanglant, puisque il y a un jeu où il s'agit vraiment de nettoyer des niveaux après justement que les aliens aient été tués. Donc évidemment il y a il y a des morceaux de plein de trucs partout. Par contre effectivement il s'agit de nettoyer et de réaménager une maison avant qu'elle soit vendue. C'est vrai qu'en VR ça peut aussi s'y prêter énormément. Construire des usines comme dans Satisfactory, là potentiellement effectivement on peut imaginer un truc en VR où on se retrouve à être à l'intérieur, immergé en fait dans le monde finalement qu'on participe à créer. Ouais, mais alors je disais à Benjamin, il était pas trop fan de l'idée, mais moi je suis persuadé que c'est un genre de jeu qui marcherait, de pouvoir caresser un poney en VR. Voilà, c'est en fait je fais référence à tous les petits jeux mobiles pour enfants dans lesquels on doit justement nettoyer des petites voitures. Donc des petits jeux 2D en fait, dans lesquels il y a ce côté un petit peu interaction où on va faire des petites tâches simples qui vont procurer du plaisir une fois que tu as accompli la tâche, comme nettoyer ta voiture ou couper l'herbe ou ramasser des pommes ou des choses comme ça. Transposer en VR dans des jeux un petit peu cosy, à mon avis, c'est le genre de choses qui pourrait bien marcher, ouais, carrément. Ah disons que dans Ghost of Tsushima, où on est sur le côté japonais avec l'histoire de vengeance, etc., il y a quand même des renards qu'on peut caresser dans le jeu. Les renards ont été caressés quasiment 19 millions de fois. Quand même, alors que le jeu pas venait de sortir, mais était relativement récent. Et en fait, effectivement, les gens adoraient cette partie-là. Ouais, c'est comme les poules dans Fable. Tout le monde aime botter le cul des poules dans Fable. Juste pour voir ce qui se passe. Juste pour voir parce que tu peux le faire. Mais en fait, c'est un côté, c'est ce qui est intéressant dans la réalité virtuelle, c'est l'interactivité que tu peux avoir avec les objets qui manque très souvent dans les jeux flat. Alors évidemment, après derrière, il faut que tout ça, qu'il y ait une physique, et il y en a de plus en plus aussi dans les jeux flat. Mais dans les jeux flat, c'est difficile d'interagir. Quand tu as un clavier et une souris, tu es quand même très limité dans ce que tu peux faire. En réalité virtuelle, tu peux ouvrir et fermer les mains en fait avec les contrôleurs, et tes deux mains sont dépendantes, et surtout elles ont un degré de liberté qui est pas juste drivé, enfin qui est pas juste commandé par les déplacements d'une souris. On se déplace réellement en 3D dans l'espace. Et donc, comme on est immergé en plus dans l'univers, il faut vachement faire attention à ce qu'on appelle l'affordance. Du coup, donc, pour ceux qui connaissent pas le terme, l'affordance, c'est en gros, il y a une poignée sur une porte. Je m'attends à ce que cette poignée-là, il se passe quelque chose quand je la touche, en fait. Par exemple, que j'ouvre la porte avec un verre d'eau. Je vois un objet, je m'attends à pouvoir l'attraper. Tout à fait. Et c'est aussi bête que ça. Et c'est ce qui fait que si jamais vous nous écoutez et que vous vous êtes déjà retrouvé à essayer de tirer une porte qui en réalité se pousse, et inversement, dites-vous que c'est pas forcément vous qui êtes idiote ou idiot, c'est potentiellement tout simplement que normalement une barre horizontale elle se pousse et une barre verticale elle se tire, et effectivement des fois vous avez l'inverse sur les portes, c'est-à-dire que la fabrication des portes elle suit pas la logique en fait que nous on va avoir justement de potentiellement pousser à deux mains ou tirer à une, et on se retrouve avec des moments de doute. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que du coup, ça pose des contraintes en réalité virtuelle qu'on n'a pas forcément sur un jeu classique, puisqu'il faut d'autant faire plus attention à l'affordance, parce que vous êtes d'autant plus frustré s'il y a un objet que vous pouvez rien faire avec. Donc globalement, tu le mets pas à l'objet si les gens ils pourront rien faire avec, sinon tu les frustres juste. Et surtout si à côté il y a des objets qu'ils peuvent utiliser. Donc après tu manques de consistance même. Pourquoi cet objet je peux l'attraper, pas cela quoi. Enfin, ok d'accord parce que dans le gameplay ça t'embêtait, mais moi ça n'a pas de sens. Et c'est toutes ces petites leçons là aussi au début certains jeux faisaient des jeux VR comme on fait des jeux flat et ça marchait pas. Et effectivement il y a ce côté super cool quand on voit des objets. Bon, dans Half-Life on passe beaucoup de temps à typiquement à jouer du piano parce qu'on peut jouer du piano. On trouve un feutre, un tableau, on peut dessiner sur le tableau. Donc ça donne évidemment beaucoup de print screen très rigolo. Voilà. On voit ce que les gens ont dessiné justement. Ouais, tout à fait. Mais les bouteilles, il y a le liquide dans les bouteilles. Vous pouvez poser les bouteilles, vous amusez à faire du tir sur les bouteilles, etc. Et il y a des jeux qui ont poussé ça. C'est notamment Boneworks, qui est un FPS, qui lui a poussé le truc, qui est un peu frustrant d'ailleurs dans Half-Life, parce que je vais pas dire que du bien, tiens, voilà. Quelque chose qui m'a frustré dans Half-Life, si vous faites attaquer par un zombie, quand il est à proximité, il arrive un moment où quand vous êtes en galère, parce que vous avez fait tomber votre chargeur, parce qu'il y a ça aussi en réalité virtuelle. Les chargements, par exemple, vous allez prendre votre chargeur dans votre sac à dos, donc vous faites un mouvement de main, comme si vous alliez par-dessus votre épaule pour aller chercher le chargeur, vous appuyez sur un bouton pour vider le chargeur et vous enclenchez le chargeur avec la main gauche dans le pistolet. C'est pas juste j'appuie sur R.
On est d'accord que tout ça prend un peu plus de temps. Oui. Sauf que quand il y a une espèce de zombie en face de vous qui vous fait flipper, qui au début du jeu, même d'ailleurs après parce qu'il se débrouille pour vous faire perdre vos moyens, fait que vous êtes un peu en stress et vous faites tomber le chargeur. Donc vous devez le ramasser du coup, vous le remettez. Et à un moment donné, vous pouvez vous retrouver démuni, c'est-à-dire que vous aviez plus de munitions, etc. Vous avez envie de juste lui taper sur la gueule au zombie en face. Mais ça marche pas, ça. Vous pouvez le faire, ça fait rien du tout dans Half-Life. Et ça, c'est un côté un peu frustrant. Vous pouvez pas repousser votre ennemi, c'est un choix. Ils sont pas bêtes, Valve, ils savaient très bien que ça marchait pas. Mais dans Boneworks, par exemple, il y a un côté, vous pouvez prendre n'importe quoi et taper avec ça sur vos ennemis, en fait. Et vous pouvez taper sur vos ennemis avec vos ennemis. Oui. Donc, ils ont pas tout basé dessus, mais ils ont basé beaucoup de choses sur le côté jouissif de dire j'ai quoi à portée de main, je le balance dans la gueule de l'autre, quoi, en fait. Et c'est quelque chose alors qu'on ne fait pas dans la vraie vie normalement quand on est quelqu'un d'éduqué. Et de responsable. Et de responsable. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le côté intéressant. Je fais des choses en virtuel que je ne ferais pas dans la vraie vie. C'est un exutoire aussi, quoi. Ce qui m'évite de le faire après dans la vraie vie aussi. Contrairement à ce que beaucoup disent d'ailleurs. Et cela dit, je pense qu'il y a quand même pas mal de jeux de type un petit peu Supermarket Simulator ou autres qui doivent exister quand même en VR, où tu fais littéralement ce que tu ferais dans la vraie vie, mais tu le fais en VR. Ouais, tout à fait. Alors comme c'est moi mon trip, j'en parle pas. Pour des raisons que je ne comprends pas forcément non plus, même sur la version flat. Mais oui, parce que toi, on te ferait pas tondre la pelouse dans la vraie vie, alors qu'en VR, tu le ferais, je suis sûr. Probablement plus souvent. Mais effectivement, on se retrouve quand même avec des jeux. Alors, c'est toujours la question de comment, en tant que personne joueuse, je vais réagir en fait à une situation donnée. Typiquement, on a notamment le jeu de supermarché, j'ai plus le nom là tout de suite, qui a été pas mal joué en live sur Twitch, justement où il faut s'organiser. Donc, t'en as qui doivent aller à la caisse, t'en as d'autres qui gèrent le stock, t'en as qui vraiment fait la gestion client, etc. Et effectivement, dans ce jeu-là, il va se passer plein de trucs qui fait que il va falloir improviser comme d'habitude. C'est toujours ce type de jeu coopératif multiposte où évidemment ça va être très vite le chaos. Mais effectivement, de l'autre côté, on a ces expériences qui sont assez immersive. Half-Life Alyx, c'est quand même sur le côté j'ai un zombie face à moi, il faut que je recharge, comment je vais me débrouiller, est-ce que j'essaie de reculer, etc. Est-ce que vous, il y a vraiment ce moment, alors on a échangé sur un épisode précédent sur Superhot, est-ce qu'il y a un moment donné justement en dehors de ces gros jeux là où vous vous êtes dit on y est, c'est ça la VR? Autrement que votre propre jeu, évidemment. Oui, parce que on est hors compétition. On peut peut-être parler un petit peu de Behemoth, peut-être, qui n'est pas encore sorti, mais qui en tout cas est très prometteur. Ouais, c'est prometteur. Donc après, difficile de dire s'il va tenir ses promesses, mais effectivement, le Honnier, moi honnêtement, j'y reviens encore, mais c'est la remarque que je me suis fait en jouant déjà avec Half-Life Alyx. C'est-à-dire que pour moi, on a passé un cap qui fait qu'aujourd'hui, on a juste, je mets des guillemets, juste besoin d'être bon. C'est-à-dire que la techno, elle est là où on pouvait à la limite à l'époque dire la techno n'est pas prête, on n'a pas les accessoires, etc. Depuis, maintenant vous avez par exemple les Quest 3 de Meta qui sont assez abordables et qui techniquement apportent beaucoup de réponses à plein de choses, permettent même de jouer sur PC, de streamer vers son casque et donc d'être sans fil avec un confort qui est top. Donc j'ai pas d'action chez Meta, je vous rassure, je suis pas forcément fan de Meta, mais aujourd'hui, en tout cas, ils ont injecté énormément d'argent qui ont fait évoluer la technologie dans le bon sens, en tout cas. C'est-à-dire qu'une des barrières à l'entrée pour les joueurs, c'est quand même le fait que, on en parlait hors antenne, oui, tout à fait. c'est la friction, quand même la friction. C'est-à-dire qu'un individu lambda qui n'est pas gros fan de tech, il a quand même une période où faire de la VR, il fallait être motivé pour lancer un jeu en réalité virtuelle. Ouais. Déjà, il y a le moment de quel casque j'achète. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a effectivement le moment du prix, parce que les casques à 1 000 €, c'est pas possible pour beaucoup de gens. Et le PC qui va avec, qui en coûte 2 000. Et le PC qui va avec, donc effectivement,
c'est énorme. Ouais. Et puis en plus de ça, va s'ajouter effectivement le positionnement des capteurs à l'ancienne dans le salon. Est-ce que le salon, en fait, il est adapté? Donc effectivement, ça faisait les beaucoup d'étapes. drivers, la couche logicielle, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Parce qu'en fait, vous avez d'habitude, avec les jeux, on va dire PC traditionnels, vous lancez Steam. Là, vous avez Steam, et vous avez Steam VR en plus, du coup. Et vous avez l'autre couche, par exemple, si vous jouez avec des casques Microsoft, il y a encore des gens, je pense. Nous, on en a. Mais il faut la couche de Microsoft aussi, le portail de réalité mixte, Windows Mixed Reality. En fait, on sait très bien que quand on commence à empiler les couches, les probabilités d'avoir un problème augmentent. Donc, tout d'un coup, vous n'avez pas la bonne mise à jour de trucs. Ou SteamVR s'est mise à jour, ce qui met la pagaille, etc. Il y avait quand même beaucoup de friction. Pour le grand public, et même pas pour le grand public. Moi, des fois, que j'ai juste envie de jouer, j'ai pas beaucoup de temps pour jouer. Beaucoup de gens n'ont pas beaucoup de temps pour jouer. S'il vous faut 3/4 d'heure pour faire un setup, vous baissez les bras, quoi. Oui. Au moment où vous dites, ok, j'ai joué avec mon jeu PC là. Parce que, au moins, bon, sauf si Steam vous fait évidemment une mise à jour au moment où c'est jeu. Ça existe aussi. Ça arrive aussi, oui. Ça arrive aussi, la mais... mise à jour du dernière minute juste avant de lancer le jeu, oui. Et donc, ils sont allés vers un produit, en fait, qui se veut justement diminuer la friction, faciliter le fait de dire, même puisque maintenant il est même possible de jouer en autonome sans avoir de PC. Et donc Damien parlait de Behemoth, c'est un jeu quand même qui tourne en autonome. Là, il y a des jeux qui sont annoncés. Il y a Batman qui est sorti, qui apparemment est très très bien, qui fonctionne en autonome. Alors évidemment, la qualité visuelle est moins impressionnante que si vous jouez sur PC. Mais ce sont des jeux qui sont ultra optimisés, qui ne sont pas moches du tout. Hein. C'est vraiment... ça a de la gueule. Mais par contre, vous allumez votre casque, en 5 minutes, vous jouez, quoi. Il n'y a pas d'histoire de j'ai besoin d'un PC. Et aujourd'hui, pour 400 et quelques euros, c'est une console de VR, en quelque sorte, le Quest. Donc on a ces jeux-là. Il y a Metro Awakening là, qui vient de sortir, qui, pareil, est un jeu... C'est du AAA, là aussi. Ouais, avec des licences connues, parce que autant, effectivement, Batman, on est sur la continuité des Arkham. Dans cette émission, jusqu'à la fin, on vous recommandera de jouer à la série des Arkham, en commençant par Arkham Asylum si vous aimez l'univers de Batman, ou si vous voulez juste jouer à un jeu de super-héros juste monstrueux. La série des Arkham est fabuleuse. Et effectivement, la série des Metro, c'est vraiment du post-apocalyptique, assez dur en plus, dont on vous recommanderait aussi les romans. Parce que pour le coup, il y a une partie roman, si la partie jeu vidéo, ça vous plaît pas du tout, où il faut aller justement dans les fameux métros, donc dans ce qu'il en reste en tout cas, pour aller récupérer des choses du vieux monde. Et bon, ça se passe pas toujours très bien. Il y a des choses avec beaucoup de pattes qui peuvent vous sauter dessus. C'est beaucoup de mutants. Beaucoup de mutants. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mutants. C'est une version assez sombre finalement de Fallout. Qui elle va jouer, c'est une série qui va jouer plutôt sur l'humour Fallout, alors que là pour le coup Metro c'est très très sérieux, très premier degré, alors que justement Behemoth pour le coup on n'est pas sur une IP, donc une propriété intellectuelle connue, et en plus on est sur quelque chose, un univers qui va aller en concurrence de trucs assez connus. Du coup c'est quoi Behemoth? Alors, Behemoth, ce qu'on trouve intéressant, c'est du médiéval fantastique, on va dire. Donc, vous avez votre épée, votre grappin, etc. Alors, j'ai pas le scénario exact de Behemoth, mais moi, ce qui me donne, en tout cas, que je trouve très intéressant dans l'approche, c'est que ça base tout sur le gigantisme. C'est-à-dire, vous allez avoir des êtres, des espèces de Behemoth, c'est des trolls gigantissimes, et quand vous les croisez, vous êtes vraiment minuscule à côté, et ça, c'est démultiplié quand vous portez un casque de réalité virtuelle. C'est ce qui est hyper intéressant. Alors, nous, si on s'appelle Bigger Inside, c'est pas pour rien. C'est justement pour dire, on va tricher, on va faire donner l'impression que tout est plus grand dans le jeu que l'espace dans lequel vous vous déplacez vraiment. Et là, dans Behemoth, vraiment, on sent, en tout cas dans tous les trailers qu'on a vus, etc., on sent une volonté de justement donner l'impression au joueur que face à ces Behemoth-là, il est vraiment minuscule. Et j'ai hâte vraiment de tester ça en réalité virtuelle, parce que là, vous êtes à 360, le machin, il est devant vous. Donc, c'est pas dans un écran, ça peut être très, très impressionnant en réalité virtuelle. Quand l'immersion est bien faite, vous imaginez avoir un géant 50 mètres devant vous, quoi. C'est pas la même réaction que quand vous êtes derrière un écran. Et en termes en tout cas de visuel, c'est pareil, c'est un jeu qui tourne sur casque autonome, et quand on voit en tout cas les premiers aperçus, ça a l'air très beau. Donc là, techniquement, je suis curieux vraiment de voir le truc tourner. C'est en tout cas très attendu.
Et ça fait partie là, il y a quand même une vague depuis maintenant 2-3 ans de jeux qui se succèdent. Alors évidemment, il y en a moins que sur PC, faut pas se leurrer, mais vraiment des belles expériences, des belles licences qui débarquent, et surtout avec des gens qui exploitent le potentiel de dire ok, c'est pas juste pour mettre une licence en VR. Là, par exemple, Alien qui va sortir, l'horreur ou l'angoisse en réalité virtuelle, ça marche mais tellement bien que même on conseille de faire attention quand on fait une expérience d'horreur horrifique en réalité virtuelle, de ne pas aller trop loin, au risque justement de faire jeter le casque aux joueurs de peur, parce qu'en fait, il ne faut pas non plus trop les effrayer, dans le sens où ils peuvent avoir une réaction après de rejet, tellement c'est intense en fait. On pourrait même aller jusqu'à formuler l'hypothèse, parce que là il faudrait vraiment des personnes vraiment expertes du domaine, mais en termes de game design, on peut supposer que si on crée une situation traumatique avec au bout d'un moment plus de différence, c'est-à-dire que tu es vraiment poursuivi par un monstre et qu'au bout d'un moment c'est trop bien fait, en fait potentiellement on peut imaginer que le trauma puisse en fait te suivre au-delà même du jeu, c'est-à-dire que oui, tu as été poursuivi pendant plusieurs heures, etc. Ton cerveau en fait il va potentiellement se mettre en alerte un peu plus que nécessaire, quoi. Tout à fait, on est vraiment dedans et on a vraiment les poils qui se hérissent, quoi. Moi je sais que par exemple je n'ai pas voulu essayer Resident Evil 7. C'est un jeu, je savais que je n'essaierais pas en réalité virtuelle. Oui. Beaucoup trop... parce que j'avais, pour le coup, vu des tests et des gens qui essayaient, qui décrivaient les scènes, et j'ai dit non, mais c'est pas pour moi, là, ça va trop... Je sais que ce sera trop. Voilà, il y a d'autres pour qui c'est pas un problème. Mais voilà, donc faut connaître ses limites, quoi, on va dire. Ça, ouais, il y a des moments compliqués dans Resident Evil. Oui. Quand même, ouais. Oui, voilà. Et par exemple, il avait été évoqué Silent Hill. Finalement, ça s'est pas fait. Il y avait une démo en fait. Et voilà. Mais typiquement, c'est le genre de jeu où on va pas mettre entre toutes les mains. Oui. Silent Hill. Alors, j'ai plus le nom. C'est pas The Room évidemment. C'est l'expérience qui avait sorti là. Ouais. J'ai pas le nom là. Globalement, ouais. Silent Hill, c'est une série qui est capable effectivement d'avoir des scènes qui sont extrêmement violentes, parce qu'en réalité c'est justement les traumas des personnages principaux qui sont matérialisés sous la forme du trauma lui-même. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de beau à voir, puisque que ce soit l'abandon, que ce soit des scènes de violence ou des trucs comme ça, effectivement c'est des trucs qui ressortent et du coup ils en sont victimes. Mais c'est vrai que quand on voit notamment Behemoth, on voit des idées de gameplay, notamment l'idée de à la God of War, je jette mon arme et elle revient dans ma main. Je jette mon arme, donc ma main est disponible, donc je peux jeter un sort. Et ensuite je rappelle mon arme, donc il peut y avoir des combinaisons, des choses qu'on pourrait pas envisager avec un gameplay classique clavier-souris. Oui, ce serait très très dur, ouais, effectivement. C'est là où on voit Escape from Tarkov, où on est sur de la simulation, et effectivement il y a quand votre arme est enrayée, il y a une touche pour regarder son arme pour savoir où est le problème, il y a une touche en fait pour régler le problème, une touche pour pouvoir recharger, une touche pour pareil pour quand on se soigne, etc. Effectivement au bout d'un moment on est plus en train de regarder le clavier au tout début en tout cas que effectivement d'essayer d'apprendre l'action en elle-même, quoi. C'est ça, et ça, une fois de plus, ça c'est des freins à l'immersion en fait, parce que c'est pas très naturel. Donc après il y a le côté certains vont chercher, se moquent complètement de ça, ils cherchent plus la performance, le côté de dire ok, on est sur la mécanique, la maîtrise de la mécanique de jeu, et c'est ce côté compétitif vraiment hardcore gamer, dans le sens de dire je suis capable justement d'aller beaucoup plus vite que les autres vont faire ça. Après tout dépend l'expérience qu'on va rechercher, mais c'est vrai que d'utiliser ses mains c'est naturel quand même chez l'homme, globalement. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis ça me fait penser tout ça à un autre jeu dont on n'a pas parlé, qui a le mérite d'avoir tenté quelque chose que j'ai pas beaucoup vu. C'est Hellblade Senuai, qui a sorti une version VR du jeu. Donc Hellblade, qu'est-ce que c'est ? On va incarner dans un univers viking une jeune femme qui a des troubles un petit peu schizophréniques, on va dire, et qui va partir en quête pour sauver son défunt compagnon, et qui entend des voix dans sa tête. Et la version VR qu'ils ont sortie peu de temps après, en fait, nous permet d'incarner littéralement l'une de ces voix. C'est-à-dire que dans la plupart des jeux, on va être à la place, dans la tête de la personne derrière ses yeux. Et là, dans ce jeu-là, en fait, on va flotter autour du personnage à la troisième personne. Et ça colle tellement bien au style du jeu,
Parce que dans le jeu PC, en fait, c'est déjà un petit peu le cas. On est l'une des voix parmi tant d'autres de la personne. Et là, le fait d'être à la troisième personne, finalement, ça renforce encore plus ce sentiment d'immersion. Alors, c'est un jeu, il me semble, qui se joue probablement à la manette, hein, peut-être avec des contrôleurs, mais en tous les cas, c'est une façon de manier. Ça reste le même jeu. Il n'y a pas énormément de différence avec la version PC, mais voilà, le fait de dire voilà, ma caméra, elle est pas derrière les yeux de la personne, mais un petit peu à côté. Ça apporte vraiment un petit truc supplémentaire à la façon de s'immerger dans le jeu. Ouais, effectivement, ça crée des nouvelles opportunités, comme vous avec notamment en ce moment Laser Game d'Odysseum, la possibilité de tester le jeu de Bigger Inside, qui lui va être, c'est du laser game en VR finalement, mais avec des pouvoirs de façon complémentaire. Qui s'appelle Holibot Rising, et dans lequel on peut choisir un personnage parmi deux. Donc on a un personnage plutôt offensif et un autre plutôt défensif, et on va faire donc avec notre équipe, on va devoir atteindre des objectifs et s'affronter entre amis dans un espace qui fait à peu près 200 mètres carrés, qui est dans un univers un peu sci-fi. Et donc voilà, c'est une expérience qui se veut originale dans le sens où c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire à la maison, et qui met en avant certains mécanismes de gameplay qui justement favorisent le fait d'être immergé à la première personne dans son avatar, de se déplacer réellement, de lutter contre ses amis ou avec ses amis. Et donc voilà, c'est quelque chose à essayer, donc n'hésitez pas, c'est au Laser Game d'Odysseum à Montpellier. En tout cas, merci beaucoup Damien, merci beaucoup Benjamin. Merci à toi. Merci. Et pour toutes ces recommandations, avec grand plaisir. Et puis, écoutez, j'espère vous retrouver très bientôt. Et en attendant, souhaitez aux gens qui nous écoutent une superbe fin de journée. À bientôt. Bonne journée.